On reçoit en studio mon maire. Le maire de Lévis, Gilles Laulier, qui a annoncé, pas qui a annoncé, mais qui a fait comme une espèce de journée bilan aujourd'hui, bilan de carrière. Bonjour, monsieur le maire. Oui, bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien. Ouais. Journée bilan aujourd'hui, en plein début de campagne en plus. Oui. Ça vous fait des bonnes journées? Ça fait des bonnes journées, mais au fond, jusqu'à la fin, Oui. je suis toujours au même rythme. Les gens à mon cabinet pensaient que ça allait relâcher un peu en septembre, mais non, on continue jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que c'est une passion. Il y en a qui aiment le golf, il y en a... Moi, c'est la politique. Il y en a qui aiment le hockey, etc. Moi, c'est la politique municipale. J'ai ça dans le sang. J'adore ça. Et je suis très redevable à la population lévisienne parce qu'imaginez-vous que j'ai commencé en 1986 comme conseiller municipal. Oui. Lauson était une ville. Oui. C'est incroyable. Lauson était une ville à part, oui. Saint-David aussi. Et je suis convaincu que vous étiez pas au monde. Non, 1991. Moi, j'étais un modèle 1991. C'est ça. Puis vous n'avez vu donc en près de 40 ans de carrière, presque tout au municipal, un petit bond en politique provinciale à un moment donné aussi. Puis il y a une question, moi, que j'ai envie de vous poser, ça doit faire... on arrive à quoi? 7 ans à peu près de règne de la Coalition Avenir Québec. Fait que maintenant, ça doit faire 6 ans que j'ai envie de vous poser une question. Oui. J'en profite aujourd'hui. Oui, allez-y. La CAQ est-elle le pire gouvernement avec lequel vous avez eu à dealer dans votre carrière politique? Au niveau de la mobilité et du lien autoroutier entre les deux rives, certainement, parce que on a vraiment un rendez-vous manqué. Quel gâchis quand on y pense d'avoir un gouvernement aussi fort. Un message aussi fort envoyé par la population de Lévis. Près de 70% des gens 70%, une carte électorale CAQ. Et on se réveille après 2 mandats et on n'a rien de fait dans le lien autoroutier. Qui plus est, on est encore au balbutiement du projet. Je pense que les libéraux, à l'époque, qui avaient prévu 4-5 scénarios là, avant que la CAQ prenne le pouvoir, étaient plus avancés que la CAQ l'est après 8 ans. Alors, c'est la grande déception. Mais vous avez remarqué ce qui est arrivé? C'est que les tergiversations entourant le dossier du 3e lien ont fait en sorte que la CAQ le paye très cher. Parce que c'est devenu le projet symbolique au Québec dont tout le monde se sert. Quand un autre projet ne fonctionne pas, ils disent, qu'est-ce que les gens disent? Ils disent, c'est comme le 3e lien, ça ne marchera jamais. Alors, il est là le problème. Et moi, ce qui m'attriste le plus, c'est qu'il y a, on le sait, 60% de la population de Québec et de Lévis qui sont en faveur d'un lien autoroutier. Ouais. Puis ça n'a pas lâché. Mais ce qui m'attriste le plus, c'est que ce 60%-là, maintenant, n'ont plus confiance aux porteurs de ballons. Absolument. Alors, pas. C'est difficile, mais nous, on commence ce dossier-là régulièrement. Récemment, il y a été question de péage sur le 3e lien. Il n'y a même pas de projet, il n'y a rien. Puis il faudrait qu'on commente le péage. Même pour nous, c'est difficile parce que qu'on soit favorable ou défavorable envers le projet, on a une histoire d'infrastructure. On en a pour des milliards de dollars, puis des retombées, sauf qu'il n'y a rien à commenter. Puis à chaque étape, à chaque mouture du projet, la CAQ nous démontrait son incompétence. Les porteurs de ballons se présentaient publiquement pour tenir des discours en se contredisant par rapport à 3 mois avant. Exact. Comme maire de Lévis, comment vous avez vécu ça, vous, de l'intérieur? Vous avez des contacts avec ces gens-là? Vous parlez avec ces gens-là? Sentiez-vous qu'à un moment donné, qu'on a arrêté de vous écouter? Moi, je pense qu'au fond, si je prends là, la députation, pour être franc, moi, je pense que la députation de Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale sont extrêmement déçus des revirements de situation dans ce projet-là, parce que je pense, sincèrement, là, qu'il y a des gens qui y croyaient. Prenons l'exemple de Bernard Drainville. On l'a envoyé au front à la dernière campagne électorale. Vas-y, mon Bernard. Puis lâchez-moi avec les GES, puis etc. Il a défendu le projet. Geneviève Guilbeault aussi, quand même. Oui, exact. Et là, tout à coup, sous l'influence de la gang de Montréal, il faut le dire, là, alors, parce que c'est toujours ce qui arrive dans un gouvernement. Hein. Finalement, que ce soit les libéraux, j'ai déjà joué dans ce film-là. Ce qui arrive, c'est que c'est toujours le poids ministériel de Montréal qui finit par prendre le pouvoir. On a raison de les appeler la Coalition Avenir Montréal. À la blague, on les appelle la CAM. Mon collègue Jérôme se lâche lousse. C'est un peu ce qui arrive. Et à un moment donné, moi, mon scénario est le suivant. C'est que c'est sûr que c'est le chef qui a jamais cru. Et puis, d'où les tergiversations pour éviter les démissions au niveau des députés de la CAQ, que ce soit en Chaudière-Appalaches. Par contre,
Par contre, mon grand regret, c'est que j'aurais souhaité que les députés soient davantage affirmatifs dans leur volonté de réaliser ce projet-là. J'aurais aimé qu'ils soient beaucoup plus affirmatifs qu'ils le sont, puisque il était un certain temps où je me retrouvais comme quasiment le seul défenseur politique du projet, alors qu'en réalité, les arguments en faveur d'un lien autoroutier sont encore omniprésents et il faut pas lâcher parce que, honnêtement, moi, je ne jouerai pas à belle-mère après la campagne électorale, mais il y a une chose qui est sûre, ce dossier-là, c'est un dossier gouvernemental et je vais continuer à me battre pour ce projet-là. Ça, par exemple, même si je suis plus dans l'arène politique, je suis en train de lire et relire toutes les études. Et je vais vous dire oui. Mais si je ne me trompe pas, les candidats en ce moment, ils sont tous les candidats pour la mairie de Lévis sont pour le troisième lien aussi. Là, c'est ça. Ça, c'est parfait. On part avec quelque chose d'intéressant, ce qui fait qu'on ne pourra pas mettre sur le tapis ce projet-là, parce qu'essayez de vous imaginer là, une capitale nationale, une seule traversée entre les deux rives. Et essayez de vous imaginer, poussons ça plus loin, un parti politique souverainiste qui prend le pouvoir. On devient un pays et dans la capitale nationale, tu as une seule traversée entre les deux rives. Alors donc, tu sais... On est loin quand même. Je m'excuse, vous allez me dire, oui, monsieur le maire, vous en mettez pas mal. Non, j'en mets pas du tout. Ça n'a aucun sens. Ouais. Et là, les gens se servent des études de la Caisse de dépôt et de placement. Il faut les regarder comme il faut, les études. La Caisse de dépôt dit il faut beaucoup d'études complémentaires. Ils ont juste effleuré le sujet du lien autoroutier. Ouais. Mais ils l'ont écarté. Pourquoi? Parce que la Caisse de dépôt, sa business, c'est le transport en commun. Ils ont des actions dans des entreprises qui font du transport en commun. Alors, eux, ils ont présenté un plan au gouvernement. Tenez-vous bien, la totale, le plan cité, c'est 15 milliards de dollars. Pour transférer quoi? À 15 milliards de dollars, vous n'allez transférer que 3 % des gens de l'automobile vers le transport collectif. 3 % de part modale uniquement. Là, je vous écoute, après 15 milliards d'investissements. Je vous écoute, M. Laulier, puis vous ne sonnez pas comme un gars qui s'en va à la retraite. Là, je m'excuse, là, mais... Pour le lien autoroutier, non. Vous ne sonnez pas comme quelqu'un qui a envie d'arrêter. Là, la ville de Lévis a connu, sous votre gouverne, une croissance absolument fulgurante. Je suis un résident de Lévis, j'ai grandi à Lévis, puis moi, je me plais à répéter en ondes constamment. Quand j'étais petit, il n'y avait pas de centre des congrès, il n'y avait rien en fait. C'était des champs entre la 132 puis la 20. Puis aujourd'hui, c'est une tour de 25 étages sur Kennedy. Puis la croissance a été fulgurante. Avez-vous l'impression que vous quittez au moment où les défis arrivent? Non, parce que les défis, en réalité, sont sous contrôle. Et je vous explique pourquoi. Pas les usines de traitement des eaux? Oui, bien justement, je vais vous expliquer tout ça. OK. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que nous, en 2020, on a mis au point un plan pour poursuivre notre développement le plus fortement possible. Mais il faut se souvenir qu'on était à peu près à 1500 unités d'habitation par année. Puis là, on se disait, waouh, c'est phénoménal. Déjà, c'était phénoménal. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que nous, on est parti avec les statistiques pour, quand on fait une planification d'infrastructures de traitement des eaux usées, on a mis en place un plan de 1,5 milliard de dollars. Donc, on s'est dit, on va étaler ce plan-là dans le temps, puis on va réaliser les travaux au fur et à mesure. On a 177 millions de travaux de réaliser sur le demi-milliard. On est en train de réaliser la dernière étape. Qu'est-ce qui est arrivé entre les deux? C'est que le développement a été beaucoup plus fort que ce qu'on aurait imaginé. Et nous, en 2020, tenez-vous bien, on s'est servi des prévisions démographiques de l'Institut de la statistique du Québec. Mais la population qu'on connaît aujourd'hui, qui est rendue à presque 160 000, on devait l'atteindre en 2045. Ça a cru trop vite. Alors là, le problème, mais c'est que mais la ville octroie des permis de construction. Notre planification est faite. Alors là, le problème que j'ai, c'est que si j'essaie d'aller plus vite, ce qui n'est pas certain que je vais pouvoir faire, pour aller plus vite, il faut que je taxe les citoyens plus. Me suivez-vous? Oui, mais êtes-vous allé trop vite, M. le maire? Parce que là, vous me dites que ça a cru beaucoup plus vite que les prédictions de l'Institut. Non, c'est-à-dire... Mais la ville octroie un certain nombre de permis. La ville est capable C'est la raison pour laquelle on a dû s'astreindre à faire les moratoires. Parce que moi, je vous donne un exemple comment ça marche, les lois et les règlements. Dans une zone donnée, si, par exemple, je peux construire, mettons, un bâtiment de 8 étages pour faire des logements, dès que l'usage le permet, je ne peux pas bloquer le permis. Ouais. Comprenez-vous l'idée? Le conseil n'a pas le pouvoir de bloquer les permis. La seule façon de l'arrêter, c'est les pouvoirs nouveaux que le gouvernement nous a donnés sur les moratoires. Mais le moratoire, malgré le moratoire, cette année-là, en 2025... Ça construit pareil, hein? Il y a des grues partout, les bâtisses poussent. Des fois, on a de la misère à comprendre. Je suis content que vous le disiez. Alors, malgré les grues, il va sortir de terre
même dans les zones à moratoire. Dans les 2 zones à moratoire, il va sortir de terre cette année 2800 nouvelles unités. C'est plus que le 1500 en moyenne des 10 dernières années par année. Et tenez-vous bien, en 2026, il va en sortir de terre 2000. Je peux vous dire tout de suite le chiffre. En 2027, 2000. Vous savez pourquoi? Les permis sont déjà donnés. Donc, ce que ça signifie, c'est que les moratoires nous disent « Wow, là, un instant, parce que savez-vous quoi? On est tellement attractifs que là, les promoteurs veulent en faire toujours plus. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la construction navale s'en vient, 13 milliards de contrats, etc. Alors, nous, à un moment donné, il faut se rééquilibrer parce que si j'essaie de faire plus vite pour les travaux, je suis obligé, parce que nous, contrairement au gouvernement, on ne peut pas envoyer au service de la dette ce qu'on fait. Déficits, nous autres, là, on n'a pas le droit de faire des déficits. Ça veut dire que si je devance mes travaux, il faut que je les charge. Alors, le fait est qu'on ne veut pas donner du 6-7 à l'augmentation de taxes. On veut rester à l'inflation pour les 4-5 prochaines années. Pour que les services publics suivent en fonction de la croissance de la population. Alors, à ce moment-là, on est mieux de ralentir le rythme. En réalité, pour monsieur, madame, tout le monde. Pour les promoteurs, on ralentit le rythme. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, vous avez raison, ils voient les taux grimper, 2800 unités. C'est parce que dans certains secteurs, eux autres, ils voient les taux grimper, puis ils se disent, moi, je voudrais transformer ma maison en bigénérationnelle, puis là, je peux pas parce qu'il y a un moratoire sur la construction. Ben là, voilà. Alors, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se donner, puis on est en train de le faire. Je vous donne des exemples. Bon, les unifamiliales, on peut le faire. Alors, on a ajouté récemment le logement abordable et social, où on met des exceptions. Plus on va avancer, dès l'an prochain, on va être capable même, à mon avis, d'intégrer le secteur commercial et de dire, vous pouvez continuer, etc. Des genres d'exceptions aussi pour redonner de l'air. Oui, parce que le moratoire, là, on peut le modifier au fur et à mesure que nos travaux avancent. La semaine prochaine, je fais une dernière réunion avec la direction générale de la Ville où on va essayer de se donner de la prévisibilité. Puis là, je vous donne un exemple concret. Vous voulez construire un hôtel à Lévis, exemple. Oui. Alors, à ce moment-là, on exemple sur la rue Saint-Laurent, là, en face du Traversier. Exemple. Mettons. Alors là, vous arrivez, vous venez nous voir et ça, monter un projet comme ça prend 1 an et demi, avant même qu'on puisse émettre le permis, faire les plans, les concepts, etc. Alors, on va pouvoir vous dire, parfait, nous autres, mettons, fin 2027, on va avoir des capacités. Vous pouvez commencer à travailler immédiatement votre projet. De telle sorte qu'on va pouvoir... Mais pourquoi on est rendu là? C'est que, écoutez, on est numéro 1 pour la croissance depuis les 10 dernières années au Québec. Alors, c'est sûr que notre pression est énorme. Mais en même temps, cette pression-là, il faut que je la contienne. Parce que si je ne la contiens pas, je vais avoir des augmentations de taxes faramineuses. Le 7 qu'on a eu il y a 2 ans, c'est un peu dû à ça. Là. Ça fait mal. Ou là, à un moment donné, on est comme l'entreprise qui grossit. L'entreprise qui grossit, il faut qu'elle dépense, il faut qu'elle investisse. Je vous arrête un instant, M. le maire. Oui, allez-y. Parce que j'entends encore beaucoup de passion dans vos propos. Vous me parlez de 2027, puis vous en allez à la retraite, là. Qu'est-ce qui va vous manquer de la politique active? Bien, ce qui va me manquer beaucoup, c'est quand on est... je sens que votre engagement, il est encore vivant, lui. Oui, c'est ça. Ce qui va me manquer beaucoup, c'est cette adrénaline que m'amène la population lévisienne. Puis moi, dans le fond, j'ai toujours eu le citoyen à cœur, mais tu sais, plus que ça, c'est que moi, c'est l'intérêt collectif qui prime surtout. Donc, je comprends que les promoteurs voudraient développer encore 4000 unités par année. Mais moi, je ne peux pas refiler la facture à mes contribuables. La facture du développement, je l'ai dit publiquement, elle doit revenir en bonne partie aux promoteurs eux-mêmes. Je vais vous dire pourquoi. C'est que moi, je veux que les nouveaux revenus qu'on dégage de notre ville. Et c'est ça qu'on a fait dans les dernières années. Vous en avez parlé, là. Le complexe aquatique à Saint-Nicolas, c'est 30 millions quand même. On veut faire un complexe sportif Trois-Glaces. Alors, ça va peut-être être un 100 millions. Alors, peut-être tiers. On va y aller avec le privé parce que moi, je suis un fervent du partenariat public-privé. Mais cela étant dit, ces équipements-là, si je prends les nouveaux revenus qui arrivent à la ville, puis je les réinvestis pour payer la dette à cause du développement, je ne développe plus aucun équipement de qualité de vie. Alors, il faut que j'aille chercher l'équilibre. Et pour ça, il faut aller chercher de nouveaux revenus pour cesser de taxer toujours le même contribuable. Les nouveaux revenus vont venir du développement et il va falloir... On a déjà commencé. Vous avez vu, là, on charge tant par porte pour la densification. Pourquoi on fait ça? Parce que le promoteur qui densifie, qui fait du redéveloppement, il monte en hauteur. Mettons, sur Guillaume Couture, vous connaissez bien Lévis. Oui. Alors,
il y a déjà des services d'aqueduc et d'égout, on s'entend là-dessus. Donc, lui, tout ce qu'il a à faire, il se branche. Puis, voilà, le tour est joué pour lui. Quelqu'un qui ouvre une rue, un promoteur qui ouvre une rue pour faire du nouveau développement, lui, il paye l'aqueduc, l'égout, le pavage, le trottoir, les luminaires, il paye tout. Et il nous donne, et on achète la rue pour une somme nominale d'$1. Alors, il y a une différence. Alors, il faut que le promoteur qui fait de la densification paye davantage. Parce que moi, il faut que j'améliore le boulevard Guillaume Couture. Vous l'avez vu, là, on met 150 millions là, pour l'améliorer sur 3 à 4 kilomètres. Je sens que... Ce dont il va s'ennuyer le plus, finalement, c'est les investissements des promoteurs dans le partenariat. C'est sûr que je vais m'ennuyer. Ma question, c'est de quoi vous allez vous ennuyer, puis c'est parce que là, les rues, puis ouvrir, puis les promoteurs... Il n'est pas en retraite encore. Non, mais c'est ça. Non, mais excusez, je me suis égaré un peu. Moi, je fais ça tout le temps. C'est parfait, parce que ça nous démontre que votre engagement, lui, est encore bien vivant. Très, très présent. Puis que vous avez des projets de retraite devant vous, mais j'ai l'impression qu'on va vous entendre encore, qu'on va vous lire. Je ne sais pas de quelle manière. Mais moi, c'est sûr qu'à un moment donné, j'ai l'intention d'écrire peut-être la petite histoire de la politique municipale à Lévis à partir de 1986. Beau projet. Parce que aujourd'hui, on n'a plus de gens comme avant qui écrivent l'histoire, mais on a des faits, c'est factuel ce qu'on a. Hein? On ramasse de façon numérique les informations, les décisions qu'un conseil municipal prend. Mais on ne sait jamais qu'est-ce qui fait que telle décision s'est prise. C'est ça. Quels ont vous étiez aux premières loges. Les gestes qui ont été posés. Exactement. Ouais. Alors, je vais vous en raconter. Parce que moi, j'ai siégé avec Vincent Chagnon, imaginez-vous, qui était le maire de Lévis. À l'époque, on a fait le regroupement Lévis-Lauson-Saint-David. Alors, j'aurais de belles choses à raconter sur ce regroupement-là. Alors ça, j'ai quelques caisses de documents à la maison. Là, on va lire ça avec bonheur. Oui, c'est ça. Alors, ça va être intéressant. Oui. Merci, M. Laulier, d'être venu nous rendre visite aujourd'hui. C'est un grand plaisir. Puis très plaisant. Je tiens à vous remercier sincèrement aussi pour une chose. Moi, je l'ai dit ce matin aux médias d'information. Les médias, j'adore les entrevues, etc. Puis ce que j'ai jamais dit aux médias, puis que j'ai commencé à dire ce matin, des fois, quand vous posez des questions, ça m'embête. Chaque fois, je reviens à la ville et je dis, on a un angle mort. Comment ça se fait qu'on ne s'est pas occupé de ça? On devrait changer nos façons de faire, etc. Alors, les médias d'information jouent un rôle non seulement important, mais essentiel. Ça permet de favoriser l'expression démocratique. Puis, on n'est pas toujours d'accord. Tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, des fois, je vois un reportage, je me dis, oh boy, c'est pas très bon, mais c'est pas grave, pas très bon pour moi, pour nous. Mais en même temps, collectivement, par exemple, là, ça fait des débats de fond. Puis ici, on a une belle vie démocratique à Québec, je trouve. Gilles Laulier, maire sortant de Lévis. Ça fait drôle à dire, mais maire sortant de Lévis. Quand vous aurez envie de commenter ce qui se passe à la ville de Lévis, vous nous appellerez. On va vous recevoir avec grand plaisir. On doit s'arrêter pour une pause. Merci. C'est un plaisir.